Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Alors après avoir parlé vaccin dans le collège de Jarnac et enfilé sa blouse, le président de la République Emmanuel Macron s'est envolé ce matin pour une tournée dans 4 pays d'Afrique centrale, à savoir le Congo, la République démocratique du Congo, le Gabon et l'Angola. Et parmi les sujets à l'ordre du jour, les questions militaires, économiques, environnementales, également la restitution de nouvelles œuvres à certains pays africains. Et puis concernant l'attitude également de la France vis-à-vis de l'Afrique, Emmanuel Macron a déjà annoncé la couleur lundi dernier lors d'un discours au Palais de l'Élysée. Je vous propose d'écouter un extrait. Et donc, pour moi, le moment que nous sommes en train d'inaugurer consiste à aller au bout du changement et d'être exigeants avec nous-mêmes. Et d'accepter de nous débarrasser pour de bon de réflexes, d'habitudes, aussi d'un langage qui sont aujourd'hui, en quelque sorte, notre handicap. Et d'adopter une posture résolument plus claire de modestie, d'écoute et d'ambition. Au fond, de dire très clairement, dans tous ces domaines, que l'Afrique n'est pas un précaré, est encore moins un continent auquel les Européens et les Français pourraient dicter un cadre de développement, mais que c'est un continent où nous devons bâtir des relations respectueuses, équilibrées, responsables, pour lutter ensemble sur des causes communes. Le climat en est une ô combien importante, défendre nos intérêts et aider les pays africains à réussir. Voilà, posture de modestie. Vous avez entendu Emmanuel Macron, l'Afrique n'est pas un précaré. Nous voulons des relations respectueuses, responsables pour un partenariat renouvelé avec le continent africain où donc les bases militaires françaises seront désormais co-gérées avec les pays concernés. Déjà, il y a 5 ans, Emmanuel Macron avait annoncé dans son discours de Ouagadougou la fin de la France-Afrique. La France, déjà, avait-il dit, doit faire preuve d'une profonde humilité. Eh bien, il finalement remet une couche sur cet axe de discours Emmanuel Macron. Alors, nous, ce qu'on va tenter de faire ici, c'est tout simplement de faire le bilan de cette relation France-Afrique jusqu'à ce jour et surtout pour les jours à venir. Alors, nous sommes avec 2 invités. On a perdu, on devait avoir aussi le ministre d'État et conseiller de la présidence du Tchad qui est retenu devant un avion, si j'ai bien compris. Jean-Bernard Padaré ne pourra être présent, mais nous sommes avec Jean-Paul Gourevitch. Bonjour Jean-Paul Gourevitch. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes consultant international sur l'Afrique et l'immigration, auteur de très nombreux livres, mais notamment celui-ci qui est vraiment dans notre sujet, La France en Afrique, 1520-2020, Vérité et mensonges, aux éditions L'Harmattan. Et puis ce fascicule de contribuables associés, le coût annuel de l'immigration. Vous êtes aussi un grand spécialiste du coût de l'immigration chez Contribuables associés, je le disais. Et puis Jean-Louis Tremblay, grand reporter au Figaro Magazine, et puis grand connaisseur de l'Afrique, du continent africain, Jean-Louis Tremblay. Alors, pour commencer peut-être, Jean-Paul Gourevitch, sur ces questions de... Alors, on va peut-être pas remonter à 1520, mais déjà, on va, si on reste au XXe siècle, les relations de la France en Afrique et son évolution, et l'évolution souhaitée par Emmanuel Macron. Alors, je pense que je ne vais pas dire des choses complètement originales quand on va parler de la montée du sentiment anti-français, non seulement en Afrique, mais dans les diasporas africaines en France, de la perte de crédibilité et aussi du rôle économique de plus en plus faible que joue l'Afrique, que joue la France dans les relations franco-africaines, et de cette propension à vouloir donner des leçons à l'Afrique qui a existé bien avant Emmanuel Macron, que Emmanuel Macron fait semblant de considérer que c'était du passé. Et en fait, ça n'est pas tout à fait cela, puisque il propose une sorte de nouveau partenariat, il n'est pas le seul, et en même temps, il insiste sur tout ce qu'il faut donner à la jeunesse africaine. C'est encore quand même une façon
plus ou moins indirecte de vouloir s'ingérer dans les affaires africaines et de faire une sorte de paternalisme plus ou moins humanitaire. Donc finalement pour vous, la France-Afrique, adieu la France-Afrique selon Emmanuel Macron, c'est une nouvelle version paternaliste, un peu sentimentaliste qu'on peut dénoter dans ces discours. Alors, je voudrais être précis sur ce point. Il y a effectivement une avancée, si l'on peut dire, sur le plan militaire. Cette histoire de cogestion paraît un peu difficile, mais il est vrai que après l'échec de Barkhane, après le fait que nous avons été virés de Centrafrique, du Mali et du Burkina Faso, et que ça n'est probablement pas terminé, il faut prendre la mesure de la situation et considérer que nos 4 bases en Afrique, plus les quelques 2000 à 2500 militaires qui sont engagés dans des opérations au Niger et au Tchad, ça fait à peu près 6000 personnes. On dit qu'il n'y a plus de précarés, ça fait quand même 6000 militaires, mais il faudrait faire une comparaison et dire que les miliciens Wagner, eux aussi, ils ont un précaré. Ils sont sur 27 pays, dont 15 en Afrique. Ça représente là aussi près de 6000 mercenaires. Et si on prend la Chine, sa base à Djibouti va accueillir 10 000 personnes. Donc c'est aussi un précaré d'une façon ou d'une autre. Donc quand on dit plus de précaré en Afrique, c'est une jolie formule. Elle ne correspond pas tout à fait à la réalité et je ne vois pas très bien entre nous comment on peut co-gérer une base militaire avec des chefs d'État africains. Alors, beaucoup d'éléments dans ce que vous avez dit. Plus de précarés en Afrique. Évidemment, Emmanuel Macron ne pouvait pas prendre la parole pour Vladimir Poutine ou les autres, ou la Chine. Donc ça, c'est une autre question, évidemment. Et eux tirent leurs intérêts autrement et peut-être de façon un peu plus claire. On va en parler dans quelques instants avec Jean-Louis Tremblay, évidemment, qui a beaucoup de choses à dire. Mais un rapide point sur les informations. Il est 8h sur Ligne Droite. Ligne droite. Chevalier de la table ronde. Oui, oui, oui. Non, non, non. La table ronde. Et je suis toujours avec Jean-Paul Gourevitch, consultant international sur l'Afrique et l'immigration, auteur de ce livre « La France en Afrique 1520-2025, siècle de présence, vérité et mensonge » aux éditions L'Harmattan. Et puis, je suis également avec Jean-Louis Tremblay, journaliste au Figaro Magazine, grand connaisseur également du continent africain. Nous parlons donc de cette tournée entamée par Emmanuel Macron en Afrique, tournée et annonce, grandes annonces, la fin de la France-Afrique, la fin du précaré, posture de modestie, relations respectueuses. Voilà, en gros, les grands axes lancés par Emmanuel Macron, le retour de certaines œuvres, et puis d'autres, voilà, les bases militaires co-gérées, d'autres annonces comme celle-ci. Alors, je me tourne vers vous, Jean-Louis Tremblay. Vous avez entendu ce qu'a dit Jean-Paul Gourevitch. Beaucoup d'axes. Alors, il y avait sur les bases militaires cette cogestion qui est, selon lui, plutôt une bonne chose, si j'ai bien compris. Le précaré qui n'est pas forcément réalisable, en tout cas, puisqu'en tout cas, il n'est pas réalisé par les autres pays, tels que la Chine et la Russie. Enfin, beaucoup de questionnements. Oui, vous savez, Clémence, quand j'entends ces propos d'Emmanuel Macron, je me dis, au Sud, rien de nouveau. Ça fait, depuis le discours de la Baule de François Mitterrand, l'arrivée au pouvoir des socialistes, qu'on nous dit exactement la même chose. Oui. C'est-à-dire, c'est la fin du précaré, il faut repenser nos relations avec l'Afrique. Mais à chaque fois, ça se termine toujours de la même façon. C'est-à-dire qu'il y a un retour, effectivement, au paternalisme que soulignait Jean-Paul Gourevitch. Et cette attitude, d'ailleurs, est très paternaliste, d'aller en Afrique et dire « je vous ai compris », c'est du macro-gaullisme, « je vous ai compris », mais en fait, il n'y a rien de nouveau, si vous voulez. Alors, sur l'aspect militaire, j'ai envie de dire, il y a déjà plus grand-chose en Afrique. Oui. Ça fait 30 ans qu'on réduit le dispositif, qu'on réduit la voilure, il n'y a plus que la peau sur les os. Or, je tiens à rappeler que cette présence militaire n'est pas seulement un vecteur de puissance pour la France, puisque la France n'est plus
une grande puissance, chacun le sait. Mais il faut considérer aussi les expatriés qui sont dans tous ces pays. Et que ces bases ont servi, bien des fois, à procéder à des évacuations d'urgence. Oui, parce que vrai. quand il y a flambée de violence dans un pays, on est bien content d'avoir les militaires français. Et d'ailleurs, pas seulement les ressortissants français, Tout à mais fait. les ressortissants Européens, étrangers. oui. Alors, les Européens qui disent la France fait du colonialisme, très bien, mais les coopérants allemands ou suédois ou autres qui sont là-bas, quand il y a une flambée de violence, on l'a vu à Abidjan il y a exactement 20 ans, à l'époque de Laurent Gbagbo, des jeunes patriotes dans la rue, la chasse aux Français, c'était aussi la chasse aux Blancs. Et là, qui a sauvé les ressortissants occidentaux? Bien, c'est les militaires français. Donc ça, c'est le premier point. Deuxièmement, le redimensionnement, comme dit Macron, mais redimensionnement, oui, très bien, mais il a déjà été effectué. On a fermé 2 bases militaires permanentes sous Sarkozy. Ce qui reste aujourd'hui, comme je le dis, c'est purement soit des effectifs engagés dans des opérations, soit le strict minimum, comme je l'ai dit, pour assurer une protection de nos ressortissants. Puis, parce que vous parlez des ressortissants des citoyens, mais il y a aussi, et puis ça nous permet d'ouvrir l'autre volet, toutes les zones économiques, ça permet aussi de rassurer les entreprises françaises installées sur place. Oui, alors il y a cet aspect, mais cet aspect, il est, c'est souvent instrumentalisé, si vous voulez. La France-Afrique, puisque c'était le thème de la table ronde à l'origine. La France-Afrique, c'est quoi? C'est un terme péjoratif. C'est inventé par la gauche pour fustiger la droite, et notamment De Gaulle, Pompidou, Giscard. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, à cette époque, effectivement, il y avait une cellule africaine à l'Élysée. Cette cellule africaine court-circuitait le Quai d'Orsay et effectivement, il y avait des relations peu privilégiées au niveau chef d'État et avec aussi des intérêts privés. Elf et Carrefour du développement, enfin, on connaît les choses. C'est ça la France-Afrique. Mais si vous voulez, c'est une notion politique. En fait, la France-Afrique, c'est quoi? C'est des relations tout à fait normales. Moi, je dis toujours, il y a des Français qui aiment l'Afrique et puis il y a des Africains qui aiment la France. Et c'est ça la vérité des relations. Voilà, je trouve que la France, depuis 30 ans, a fait beaucoup pour essayer de gérer la période post-coloniale. Elle a fait le maximum. Alors, elle s'y prend peut-être mal, mais il y a un autre problème en Afrique, et il faut en parler, parce que c'est le fond, c'est la démographie. La démographie de ce continent. Aux indépendances, il y avait 300 millions d'habitants. Aujourd'hui, il y en a 1,5 milliard et il y en aura 3 milliards en 2050. Et nous en parlions avec Jean-Paul tout à l'heure. La moyenne d'âge du continent africain, c'est 19 ans. 19 ans. Alors évidemment, et la moyenne d'âge des dirigeants africains, c'est 63 ans. Alors, évidemment, il y a un problème. Là, on va revenir évidemment sur cette question de la démographie qui intéresse également, puisque c'est un grand spécialiste, Jean-Paul Gourevitch. Juste avant, je voudrais qu'on fasse un petit stop sur le fait que la France a déjà fait beaucoup pour gérer cette période post-coloniale. Finalement, beaucoup d'actes de contrition, on pourrait dire. Oui, repentance. De repentance. Et pourtant, le sentiment anti-français n'a jamais été aussi important. Comment vous l'expliquez, Jean-Louis Tremblay, puis Jean-Paul Gourevitch, et ensuite on va sur la question évidemment démographique. Alors, le sentiment anti-français, d'abord, n'est pas récent. J'en parlais tout à l'heure, en Côte d'Ivoire, il y a 20 ans, il n'y avait pas les Russes de Wagner, il n'y avait personne, et déjà, le sentiment anti-français était prégnant. Voilà, et s'est manifesté de manière violente. Il y a le rôle actuel, évidemment, il y a ce jeu des puissances en Afrique avec la milice Wagner et d'autres. Il y a aussi la Turquie en Somalie et en Libye, les Chinois, vous l'avez dit, bien d'autres, et les Américains, il ne faut jamais oublier derrière. Et, je rappelle aussi qu'il y a des petits malins, parce que là on cite ceux qui sont avec leurs Rangers, mais il y a des petits malins qui, eux, n'ont pas de soldats sur place, mais qui font des affaires. Je pense notamment à l'Allemagne. Ah oui. Et oui, puisque l'Allemagne laisse faire le sale boulot à la France, c'est-à-dire la lutte anti-djihadiste, anti-terroriste, mais derrière empoche tous les marchés. Et en vérité, l'investissement militaire de la France a été inversement proportionnel au rendement économique. C'est-à-dire qu'elle a perdu à chaque fois des parts de marché, et c'est l'Allemagne qui en a grignoté. Donc le sentiment anti-français, d'une part, je reviens sur c'est le jeune âge de ces populations, qui en a assez de régimes qui finalement ne font que se reproduire génération après génération, attisé par les réseaux sociaux, très important actuellement les réseaux sociaux, puisque nous avons là parfois des populations, donc une population jeune,
qui regardent TikTok. C'est à peu près le seul média, vu que les médias officiels, de toute façon, ils n'y croient pas. Les télévisions, elles sont contrôlées par l'État également. Donc, ce sont les réseaux sociaux, rôle des réseaux sociaux. Et là, évidemment, on voit bien... Instrumentalisé par Wagner, notamment. Alors, pas que par Wagner, mais il est vrai que les Russes ont installé des usines à trolls dans plusieurs pays africains, d'où ils voulaient nous chasser. C'est notamment le cas du Mali et du Burkina. Et ces usines à trolls fabriquent des petits films, alors très courts, pas très longs. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de données en Afrique. C'est-à-dire, il ne faut pas que ce soit au bout de 5 secondes. Au bout de 5 secondes, il ne faut pas que les dossiers soient trop lourds et ça ne sert à rien. Donc, c'est très très court. C'est manichéen à l'extrême. Oui. C'est vraiment le méchant. Le Macron, par exemple, est représenté en serpent. Trois tours en serpent ou en rat. Le rat. Ou en rat. Le rat qui vient grignoter dans la case du pauvre Africain. Ça, c'est la France. Et puis derrière, il y a le soldat de Wagner qui arrive, costaud, avec sa masse, qui tape sur la tête du rat. Le rat. Voilà. Et qui vient au secours des Africains. Et le film se termine, je viens de le regarder. Alors, très mauvaise qualité, pixelisé, etc. Mais c'est le but. Il faut que ce soit très court et même assez grossier pour que ça passe bien. Et ça se termine en disant... et nous, les Ivoiriens, on aimerait bien aussi que Wagner vienne à notre aide. Donc, il y a une sorte de contagion du message. Alors, Jean-Paul Gourévy, sur cette question d'abord, sur le sentiment... Je voudrais ajouter deux choses. C'est vrai que ce sentiment anti-français ne date pas d'aujourd'hui, mais il est vivifié par deux éléments. Oui. Le premier élément, ce sont les manuels scolaires. Les manuels scolaires qui, dès le départ... Là-bas ou chez nous ? Les manuels scolaires africains, qui, dès la formation des jeunes Africains, enseignent plus ou moins que l'histoire de la colonisation est une vision négative de l'Afrique et que, en fait, si nous avons construit des routes, des ports, si nous avons aidé les Africains, c'est quand même eux qui ont gagné leur indépendance. Je pense à ce manuel nigérien extraordinaire dans lequel c'est le combat des Nigériens qui a permis le référendum d'autodétermination de 1960, ce qui est quand même une erreur historique totale. Et puis il y a une deuxième chose qui est bien spécifique à l'Afrique et qu'il est très difficile pour nous, qui sommes toubabs, de démontrer. Il y a une difficulté de changement des sociétés africaines. C'est difficile, le changement. Il est beaucoup plus facile de trouver un bouc émissaire sur lequel on va faire reposer toute la culpabilité. Et alors là, ça, la France est idéale parce qu'il y a eu la colonisation, le pillage des richesses, et aujourd'hui, la faiblesse finalement, d'une France qui ne sait même pas défendre les ressortissants africains. Donc, quand un Africain dit ça aux autres Africains, ça s'entend. Mais si par hasard c'est un Européen qui dit ça, ça ne s'entend pas. Encore une question sur ce sujet-là. Comment expliquer que la Russie arrive là où la France finalement a échoué ? Alors, c'est pas exactement comme ça que ça s'est produit. C'est exact pour le point de départ, c'est-à-dire pour la Centrafrique. Il faut dire que la Centrafrique, c'était quand même une pagaille insupportable et un pays qui est à la fois très riche et très pauvre. Les richesses ne tombant pas dans les poches de ceux qui habitent le pays. Les divers conflits en Centrafrique et l'incapacité des forces françaises de triompher des rebelles ont fait en sorte que Wagner a pu se présenter comme celui qui allait effectivement amener la sécurité. Et d'ailleurs, le conseiller du président Toundera est quelqu'un qui vient des milices Wagner. Et du coup, l'idée que Wagner allait être une arme dans la lutte contre l'islamisme a commencé à gagner du terrain et ça explique le Mali, ça explique le Burkina Faso et ça explique aussi
l'incapacité des forces de l'ONU, qui pourtant sont nombreuses, à pouvoir contenir l'influence islamiste. Jean-Louis Tremblay. Alors, quand j'entends l'incapacité des forces françaises à contrer une rébellion, je tique un peu. Pourquoi ? Parce que nous avons d'une part un discours qui dit qu'il faut réduire la voilure militaire, il faut se désengager, il faut en faire de moins en moins, il ne faut pas être trop visible. Et après, dans le même temps, donc le en même temps de Macron, on nous reproche de ne pas en faire assez. Quand on fait la guerre, il y a des pertes. L'armée française, je le dis toujours, pour avoir souvent travaillé à ses côtés, est une excellente armée. On lui donne une mission, elle l'accomplit. Elle l'a toujours fait. Je rappelle qu'elle l'a fait en Algérie. Sur le terrain, l'armée était victorieuse. La défaite est politique. L'indépendance était acquise à Évian, mais pas dans le Djebel ou dans les Aurès. Donc, c'est pareil au Mali. Serval et Barkhane, militairement, il n'y avait rien à dire. Le problème, c'est l'exploitation politique de ce combat. Donc, on ne peut pas reprocher à la France de ne pas en faire assez, en disant pourquoi vous ne nous avez pas assez protégés. C'est un peu le réflexe des Africains. Il y a ce côté un petit peu, je suis désolé, mais c'est une réaction un peu infantile, de dire vous ne nous avez pas protégé des rebelles, et en même temps, si les Français sont trop présents, qu'est-ce qu'on fait ? On les caillasse, on caillasse les convois au passage. Voilà, donc c'est ce que disait la contradiction. Oui, mais comment vous expliquez dans ce cas-là que Wagner passe mieux ? Mais Wagner, vous savez, c'est tout récent, oui, c'est l'arrivée ça. de Wagner. Il n'y a pas encore eu le temps de la digestion. Effectivement, Jean-Paul l'a dit, il y a eu d'abord la Centrafrique, mais qui était en proie au chaos indescriptible. C'était indescriptible, la Centrafrique. Les factions rivales du nord, du sud, il n'y a plus de frontières, elles sont complètement poreuses, enfin c'est un couloir. Et donc, les Russes sont arrivés sur le chaos. La France n'a pas les mêmes méthodes. La France, elle est jugée en permanence. Ouais. Donc, voilà. Et donc, son armée est une armée qui agit dans un cadre légal. Et Wagner est une milice privée, une société militaire privée. Par conséquent, on n'a pas à rendre de compte devant l'ONU, par exemple. Bon, et Wagner est arrivé en Centrafrique. Pourquoi ? Parce que la Centrafrique, Jean-Paul l'a dit, c'est un pays très riche, notamment en diamants, en mines. Et le modèle de Wagner en Afrique, pas ailleurs, mais en Afrique, c'est l'autofinancement par l'exploitation des ressources. Voilà. Et notamment des mines, contrôle des mines. Et c'est pas un hasard s'ils ont commencé par Centrafrique et après le Mali, au Mali aussi. Et au Burkina, où ils viennent d'obtenir la concession des mines. Et voilà. oui, non, mais c'est pour ça Et au Niger demain peut-être, mais au Niger en plus il y a l'uranium. L'uranium. Bon, très important. Oui. Donc Wagner n'est fort que des faiblesses de la France, c'est tout. La nature a horreur du vide. Les Russes, faut pas non plus. Je ne suis pas particulièrement pro-Poutine, mais je ne suis pas non plus anti-Poutine forcené comme il est de bon ton de l'être actuellement. Mais simplement, les Russes ont occupé une place qui a été laissée vide par la France et notamment par des politiques désastreuses du Quai d'Orsay. Il faut bien le dire. Oui, ça j'aimerais bien qu'on revienne sur ces politiques. Mais donc, une grande absente du discours d'Emmanuel Macron, évidemment, vous avez commencé à le citer, c'est la démographie, et vous l'avez dit tous les deux, c'est le problème de fond, et pourtant oublié en fait. On commence par vous, Jean-Paul Gourevitch. Alors, pour rattacher le problème de démographie à ce qu'on vient de dire, il faut se rendre compte de ce qui sont les diasporas africaines en France. Sur 400 000 étudiants étrangers, 100 000 viennent du continent africain, dont plus de la moitié de l'Afrique subsaharienne. Il y a malheureusement, et Dieu sait qu'on se bat pour essayer d'obtenir qu'un jour on fasse une évaluation de ces étudiants étrangers, combien vont jusqu'au bout de leurs études, qu'est-ce qu'ils font après leurs études, quelles difficultés ils ont. Nous sommes là dans un flou total. Deuxième point, il y a la population d'origine subsaharienne représente aujourd'hui plus de 5% de la population française, ce qui n'est pas rien. Et elle est en augmentation à la fois du fait du solde migratoire et du fait du solde naturel. Bon, et c'est ça la grande contradiction. D'un côté, les Africains nous en veulent, mais d'un autre côté, le pouvoir d'attraction de la France est extrêmement fort. Donc, il n'est pas facile
pour les Africains de pouvoir gérer cette contradiction. Et c'est la contradiction qui existe aujourd'hui au sein des diasporas africaines en France, qui voient peu à peu, d'un côté, le sentiment anti-français monter, mais qui sont aussi très satisfaites des conditions qui leur sont faites en France, qui sont quand même bien meilleures que les conditions qui se leur seraient faites en Afrique. Mais ce qui n'empêche pas certains, je parle évidemment pas toute la diaspora, de ressentir un sentiment anti-français sur le sol français. Oui, mais ça c'est relativement nouveau, car le sentiment anti-français qui existait en Afrique, qui a existé dans certaines franges des diasporas sud-africaines, notamment quand on a soutenu des potentats africains qui, pour eux, sont l'exemple de la corruption, il existe maintenant de façon beaucoup plus large, et c'est un véritable problème quand vous travaillez avec les diasporas africaines. Alors, je ne voudrais pas caricaturer. Non, bien sûr. Toutes les diasporas africaines n'ont pas un sentiment anti-français fort, mais on voit la montée de ce sentiment anti-français aussi. Peut-être aussi qu'il y a une part de responsabilité de certains partis politiques français, de certaines idéologies françaises. On a aidé, effectivement, à coup de repentance, à coup, malheureusement, de méconnaissance de l'histoire. On a, et puis pour des raisons politiciennes, on a favorisé un rejet d'une droite et d'une petite partie de la gauche qui aurait véritablement contribué à, soi-disant, piller les richesses de l'Afrique, quand on sait qu'aujourd'hui, et je terminerai par là, quand on sait que la France, en part de marché sur l'Afrique, c'est 5,3%. La Chine, c'est 28%. Les Allemands que Jean-Louis citait, c'est maintenant 7%. On est derrière. Oui, c'est vrai que c'est scandaleux quand on voit tous les efforts militaires qui ont été faits. Jean-Louis Tremblay. Oui, je crois qu'il faut distinguer les deux jeunesses africaines. Il y a la jeunesse qui est restée sur place et qui n'a qu'un rêve, c'est venir ici. Il faut le rappeler. C'est le rêve de tout jeune Africain, c'est de venir chez nous. Disons les choses. Et la jeunesse de la diaspora, dont parlait Jean-Paul, effectivement. Alors cette jeunesse est intéressante à observer parce qu'elle sait... C'est un petit peu comme, si vous voulez, après l'indépendance de l'Algérie, il y a eu des premières générations de travailleurs algériens. Et puis après, il y a eu le regroupement familial, etc. Ceux qui venaient d'Algérie respectaient la France et ses lois. C'est un peu pareil pour l'Afrique. Si vous voulez, j'ai envie de dire que cette jeunesse, lorsqu'elle est éduquée en Afrique, elle a les bons côtés de l'éducation africaine. C'est-à-dire, je pense, finalement, à une forme de discipline, de respect aux anciens, etc. Oui. Voilà. Et finalement, voilà. Et il y a aussi la sévérité du jugement social dans une société africaine. Lorsqu'elle est projetée chez nous, en France, elle perd les bons côtés de cette éducation africaine et gagne les mauvais côtés de la nôtre. C'est-à-dire la surconsommation, le tout de suite, l'instantanéité, le rapport au temps est complètement modifié. C'est une jeunesse déracinée, tout simplement. Voilà. Et donc, le problème, c'est ça. Et cette jeunesse aujourd'hui, cette jeunesse qui est... Alors, on parlait tout à l'heure, Jean-Paul parlait des manuels scolaires en Afrique, mais aujourd'hui, le problème est dans les manuels scolaires français, où on dit aux jeunes français, et notamment à ceux d'origine étrangère, qui sont de plus en plus nombreux, on leur dit, voilà tout ce que la France a fait de mal, le colonialisme, etc. On oublie les ponts, les hôpitaux, les dispensaires, etc. On dit, voilà, la France a pillé l'Afrique. Alors évidemment, nous, Français, enseignons à ces jeunes allogènes d'origine étrangère, que la France, c'est mal. Et ça se traduit comment ? Par un sentiment anti-français. Dans tous les faits divers, on le voit très bien.
Comment les jeunes, comment appellent-ils le jeune français qui travaille bien à l'école, qui est gentil, un peu écolo, etc. Ils l'appellent le babtou fragile, le toubab fragile en verlan. Toubab, le blanc en Afrique. Voilà, le babtou fragile. C'est le blanc qui se défend pas si on importune sa copine. C'est le blanc qui va distribuer des stylos pour l'Afrique, etc. Il n'y a pas de retour d'affection. Et je vais même rajouter une couche, Jean-Louis Tremblay, parce que vous parlez du sentiment anti-français de cette population d'origine africaine qui vient en France, mais même les jeunes Français finissent par développer un sentiment anti-français. Bien sûr, mais il y a le poison. Il faut aussi citer le poison du wokisme, la déconstruction systématique de toutes nos idoles et de toutes nos vertus, de tous nos principes, de toutes nos valeurs. Bon, ça, c'est foulé aux pieds. Alors évidemment, il n'y a plus rien derrière. Mais moi, j'irais plus loin. C'est même pas un sentiment anti-français. Ce qu'on est en train de créer actuellement, c'est pire que ça. Parce que qu'est-ce que la France aujourd'hui ? On ne sait plus trop. En tout cas, c'est un sentiment anti-blanc. Disons les choses, Oui, un racisme à l'envers. Et le wokisme alimente un racisme à l'envers dont nous sommes les victimes, nous les Blancs. Alors, pour finir, quelle relation France-Afrique pour l'avenir ? Emmanuel Macron est censé avoir tracé un horizon lointain. Jean-Paul Gourevitch, comment vous voyez les choses ? Oui, alors moi, vous savez, en tant qu'expert, consultant, disons, on évite de faire des projections à 20 ans ou à 30 ans. Parce qu'on sait que toutes les projections se sont plantées, y compris les projections démographiques. Donc, je suis extrêmement prudent. Il y a quand même 2 éléments qui peuvent être des armes. Le premier élément, c'est la francophonie. La francophonie, c'est quand même 300 millions de personnes dans le monde qui parlent français, dont un certain nombre d'Africains, même si tous les Africains des pays africains utilisant la langue française ne parlent pas français. Bon, ça peut être quand même un projet qui solidarise, notamment contre la domination anglo-saxonne, qui peut solidariser aussi contre une domination qui serait chinoise ou russe ou autre. Ça, c'est mais il faudrait une volonté politique pour ça. Elle n'y est pas. Oui. Bon. Mais, il y a un terreau. Il y a un terreau et bon, ils vont créer donc cette fameuse cité de la francophonie à Villers-Cotterêts. Je viens de voir, mais vraiment, on voulait tenir justement les états généraux, des premiers états généraux des diasporas africaines à Villers-Cotterêts et ça paraît tout à fait impossible. Bon, passons. Deuxième élément, on ne sait pas s'appuyer sur les diasporas. Quand on travaille avec les musulmans, on a face à l'État des interlocuteurs, même si on peut discuter de la représentativité du Conseil français du culte musulman, etc. Il n'y a pas de représentants des diasporas. Il n'y a même pas de plateforme des diasporas. Et du coup, l'État français n'a pas d'interlocuteur de ce côté-là. Or, quand on regarde les diasporas, au sens très large du terme, les diasporas françaises, les diasporas en France, c'est 12 millions de personnes quand même. Oui. C'est pas rien. Oui, c'est une influence énorme. Tout à fait. Un autre terreau qu'on pourrait développer. J'utilise le conditionnel. Jean-Louis Tremblay, pour finir. Oui, on devait parler de la France-Afrique, effectivement, nous en avons parlé. Mais aujourd'hui, vu les projections démographiques concernant, je rappelle, l'Afrique, c'est-à-dire 3 milliards d'habitants en 2050, avec une surreprésentation de l'Afrique subsaharienne, il est évident qu'il va y avoir une ruée vers l'Europe, comme l'a titré Stephen Smith dans un de ses livres. Une ruée démographique, que ce rouleau compresseur, de toute façon, on ne l'arrêtera jamais avec des mesurettes politiques. Il faut le savoir. Le problème, c'est de savoir si la France-Afrique, d'autrefois... Ça va pas devenir l'Afrique-France. La France, voilà. L'Afrique-France, si vous le voulez. On va inverser le problème. C'est ce qui est en train de se passer. Alors je ne suis pas Nostradamus, je ne peux pas vous dire ça, mais en tout cas ça se passe pas très bien, ça je peux le constater.
Eh bien, merci beaucoup à vous pour cette table ronde, bilan sur la relation France-Afrique d'hier, d'aujourd'hui et de demain. On va continuer de suivre cette tournée africaine d'Emmanuel Macron, même si, bon, je ne suis pas sûre qu'on ait des grandes annonces qui changent véritablement les choses, mais bon, à suivre en tout cas. Merci encore à vous deux. Jean-Paul Gourevitch, je rappelle le titre de votre livre, La France en Afrique 1520-2020, aux éditions L'Harmattan. Jean-Louis Tremblay, vous restez avec nous puisque nous recevons ensemble notre invité Vudéo. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.